Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 août 2026 et notre cher ami, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est toujours un grand plaisir. Permettez-moi de commencer par ce qui se passe, l'actualité de dernière minute. Deux incidents impliquent des navires. L'un d'eux concerne les Émirats arabes unis, qui ont annoncé que l'un de leurs navires avait été visé par un missile alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. C'est le premier incident. Et pour l'autre, nous avons reçu un autre signalement. Il semble que près de la frontière omanaise, ou dans les eaux omanaises, un autre navire ait été attaqué. D'après les informations, le navire aurait été abordé puis saisi. Autre point, le ministère saoudien des Affaires étrangères a réagi à ce qui est arrivé aux Émirats arabes unis et à leurs navires. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le ciblage du pétrolier émirati alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz. Nous tenons l'Iran responsable des conséquences de la poursuite de ces attaques perfides. Voilà la situation dans le détroit d'Ormuz. Nous savons que des négociations sont en cours entre l'Iran et Oman. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'elles n'étaient pas encore finalisées, mais que les discussions avaient lieu. Quelle est la situation dans le détroit d'Ormuz? La déclaration de l'Arabie saoudite est au fond une déclaration de désespoir. Ils essayent de mobiliser des forces par procuration et des mercenaires contre les forces armées yéménites et Ansarullah. Et bien sûr, l'Arabie saoudite et les Émirats entretiennent de très mauvaises relations. L'Arabie saoudite essaie d'encourager les Émirats à se joindre à elle, mais cela n'apporterait aucun véritable changement, et cela ne leur donnerait pas l'avantage face au Yémen. Les forces armées yéménites sont aujourd'hui bien mieux équipées qu'auparavant, et elles ont déjà vaincu les Saoudiens. Elles ont vaincu les forces conjointes saoudo-émiraties, avec toutes leurs milices, à une époque où les deux pays étaient bien plus prospères et plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, il ne faut pas prendre trop au sérieux tout ce que disent les Saoudiens. Mais les Iraniens font respecter leurs règles dans le détroit d'Ormuz. Ces pays ont participé à la guerre contre l'Iran. Vous savez, on entend des gens liés aux Saoudiens, aux Émiratis, liés à l'argent du pétrole et du gaz du Golfe Persique, qu'ils soient dans ces pays ou dans d'autres pays de la région, se plaindre que l'Iran frappe les innocents régimes arabes, les dictatures familiales arabes. Quand les Américains attaquent l'Iran, ils attaquent ces régimes. Et bien sûr, c'est évident, toutes ces entités ont contribué à la guerre. Elles ont contribué au meurtre d'Iraniens. Et peu importe à quel point ils essayent de jouer sur les mots et de faire comme si ces régimes étaient innocents, ça ne changera pas la réalité. Les Iraniens vont donc continuer à fermer le détroit aux navires liés à ces régimes, qui aident les États-Unis et le régime israélien contre l'Iran, jusqu'à ce que les États-Unis reviennent appliquer le protocole d'accord et le mettent en œuvre. Et il y aura aussi des ajouts. J'ai parlé à quelqu'un qui s'y connaît, et il dit que même si Gaza faisait déjà partie des négociations auparavant, Gaza n'était pas explicitement mentionné. Mais on peut voir, à partir de l'article 1er, que cet article ne concernait pas seulement le Liban. Seulement, comme une guerre était en cours au Liban, le Liban y était nommé. Mais Gaza en faisait partie. On m'a dit que le Yémen et Gaza seront des dossiers que les Iraniens exigeront de résoudre, de mettre sur la table et de négocier avec les États-Unis. Ils exigeront aussi un changement sérieux concernant la situation, c'est-à-dire en Palestine occupée, mais aussi au Yémen. Donc, tant que les États-Unis refusent de revenir à leurs engagements, les Iraniens ne vont pas normaliser la situation dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz n'est pas totalement fermé.
Des navires y passent. L'Iran autorise certains navires à passer, mais pour ces régimes du camp américain, ce ne sera pas normal. Et même si les États-Unis débloquent la situation ou mettent fin au siège, cela ne rétablira pas un commerce normal dans le détroit d'Ormuz, parce que le protocole d'accord ne portait pas seulement sur le siège. Il portait sur davantage que le siège. Oui. Yeah. What is your understanding of Quelle est votre lecture de la situation? the Comme je l'ai dit, situation, le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas été très clair sur l'état d'avancement des négociations entre l'Iran et Oman. Où en sont-elles? Est-ce qu'il s'agit d'une première ébauche? Sont-ils en train d'y parvenir? Ont-ils déjà atteint ce stade? Quelle est la situation? They have reached the first draft. What is the situation there? Well, Oman is under a lot of pressure from the United States. Eh bien, Oman est soumis à une forte pression des États-Unis. Et moins la pression est forte, plus les progrès sont importants. Les Iraniens, bien sûr, ne vont pas permettre que des lignes rouges soient franchies. L'Iran aura le contrôle du détroit. Les Iraniens exigeront une supervision, que les navires empruntent 2 voies au début ou qu'il n'y en ait plus qu'une par la suite, tant du côté omanais que du côté iranien. Ils ne vont pas simplement fermer les yeux sur ce qui se passe le long des côtes omanaises. Ils doivent savoir exactement ce qui se passe. Et la question des droits de passage est quelque chose dont les Iraniens ont dit qu'elle existerait. And the issue of fees is something that the Iranians have said will exist. The Iranians are not going to relinquish that. Les Iraniens ne vont pas y renoncer. Donc, si les Américains continuent à faire pression sur Oman, l'accord sera retardé. Si les Américains lâchent du lest, alors nous pourrions avoir un accord. Et peut-être que les Américains, si Trump est dans son état normal, saisiront cette occasion pour relancer le protocole d'accord. Ils pourraient prétendre que c'est une grande victoire pour les États-Unis, qu'il a détruit l'armée de l'air iranienne, la marine iranienne et tout le reste de ce qu'il prétend avoir détruit. Il a détruit tout le pays. Nous sommes tous en train de mourir et nous le supplions de conclure un accord. Et ensuite, il pourra dire, vous savez, que cet accord a été une immense réussite pour les États-Unis. Ensuite, il pourrait passer à l'action et appliquer le protocole d'accord en disant « Eh bien, nous appliquons le protocole d'accord parce que nous avons détruit l'Iran et atteint tous nos objectifs. » Et bien sûr, les partisans du MAGA, qui sont une bande de phoques, applaudiront tout simplement. Comme lorsque Netanyahou se rend au Congrès et que les représentants, les représentantes et les sénateurs applaudissent tous comme des phoques. Les partisans du MAGA applaudiront Trump comme des phoques, eux aussi. Il peut s'en tirer comme ça auprès de ses propres fidèles, qui le suivent comme une secte. Mais peut-il vraiment le faire? Le lobby sioniste le lui permettra-t-il? Le régime israélien le lui permettra-t-il? Voilà la grande question. La chose rationnelle à faire, maintenant, pour les États-Unis, c'est de mettre fin à tout cela. Ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre de siège. Et ensuite, après avoir signé le protocole d'accord, ils ont relancé la guerre après l'avoir violé. Car ce que Trump essayait de faire avec ce protocole d'accord, c'était d'obtenir par cet accord ce qu'il n'avait pas pu obtenir sur le champ de bataille, ni par la guerre de siège. Il s'est donc abstenu d'appliquer sa part de l'accord et a essayé de saper les Iraniens dans l'affaire du Hamas. Mais les Iraniens n'étaient pas stupides, ce n'étaient pas des imbéciles. Ils l'ont bloqué et c'est à ce moment-là qu'il a relancé la guerre. Et ça a échoué aussi. Puis finalement, les Iraniens ont mené certaines de leurs propres frappes pour lui donner une leçon et lui montrer, en gros, qui commande. Donc vous savez, la position iranienne aujourd'hui est plus forte qu'elle ne l'était lorsque le protocole d'accord a été signé. La position iranienne est désormais plus forte. Et c'est pourquoi les Iraniens, si les États-Unis retrouvent un jour assez de bon sens pour revenir au protocole d'accord, exigeront davantage que ce qu'ils demandaient auparavant. Ce qui voudra dire davantage de pression sur Gaza et sur le Yémen.
and on Yemen. Remember, one of the problems that Iran had with N'oubliez pas que l'un des problèmes que l'Iran avait à propos de Gaza, c'est que les Américains disaient « Nous avons déjà un accord ». Et tous les pays de la région, vous savez, ces régimes arabes du Golfe Persique, l'Égypte, la Turquie, et même au-delà de la région, le Pakistan, tous ces gouvernements sont allés avec Trump en Égypte. Ils ont signé ce texte terrible, horrible. Ils ont blanchi les crimes de Trump. Et en réalité, ils ont imposé un accord qui n'était pas bon pour les Palestiniens de Gaza. Et nous en voyons les résultats en ce moment même. Aucun de ces pays ne fait quoi que ce soit. Ils ont tous exprimé leur gratitude à Trump, ils ont tous blanchi ces crimes et ils étaient garants de l'accord. Mais depuis, ils n'ont rien fait. Donc chaque fois que les Iraniens soulevaient la question de Gaza, les Américains disaient « Eh bien, tous vos voisins, toute la région, ont approuvé mon plan de cessez-le-feu. Il n'y a donc rien à discuter. » Mais cette fois, les Iraniens vont se montrer beaucoup plus fermes. Trois de ces pays ont signé ce cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, la Turquie, l'Égypte et le Pakistan. Leur rôle, à présent, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé hier un pacte militaire, tous ensemble. Cela a suscité des réactions. Nous avons vu la réaction iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils accueillaient favorablement ce genre d'initiative, parce que cela apporte une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et l'Iran s'en félicite toujours. C'est ce qui se passe. Mais la question est, qui est la cible de ce pacte militaire? Vont-ils utiliser leurs forces contre le Yémen? Vont-ils continuer le siège du Yémen? Vont-ils, vous savez, pour l'instant, nous ne voyons aucune forme d'attaque israélienne contre l'Arabie saoudite. Ou peut-être que l'inquiétude à long terme viendrait de là, parce qu'il faut comprendre que l'attaque contre Doha, à mon avis, a totalement changé l'état d'esprit des pays du CCG. Ils savent qu'à chaque fois, et à tout moment, si Israël décide de les attaquer, il peut le faire sans rencontrer la moindre difficulté de la part des États-Unis. Quelle est votre compréhension du nouveau pacte militaire? Je ne pense pas que ce soit si important. Je pense que cela vise surtout, bien sûr, le Yémen, Ansar Allah et les forces armées yéménites, et non Israël, le régime israélien. Je veux dire, certaines personnes en Turquie s'énervent parfois contre moi, ou certaines personnes au Pakistan, surtout celles qui sont proches du gouvernement actuel, s'énervent quand je dis cela. Ce que je dis n'a rien à voir avec le peuple pakistanais, ni avec le peuple turc, qui soutiennent la cause palestinienne. Et le peuple saoudien aussi soutient la cause palestinienne. Mais la réalité, c'est que ces gouvernements, les gouvernements, n'ont rien fait pour les Palestiniens pendant ces 3 années de génocide. Je veux dire, la Turquie a continué à faire des affaires avec le régime israélien, et elle le fait encore à l'heure où nous parlons. Et le pétrole du régime transite par la Turquie depuis le gouvernement de Bakou. Le Pakistan, bien sûr, entretient cette relation avec l'Arabie saoudite depuis des années. Et bien sûr, le Pakistan a ses propres problèmes. Il a un gros problème avec l'Inde, évidemment. Il a un gros problème avec les talibans. Ironie du sort, le Pakistan, les États-Unis et les Saoudiens, entre autres, ont contribué à porter les talibans au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'hostilité est considérable. Donc ils ont un problème de ce côté-là. Ils ont leurs propres problèmes internes, avec l'arrestation de l'ancien Premier ministre et son éviction, ainsi que les difficultés internes qui existent au Pakistan. Et la Turquie, bien sûr, a ses propres problèmes, des problèmes économiques. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec Israël. Cela a davantage à voir avec le Yémen. Mais que vont-ils faire contre le Yémen? Le Yémen peut détruire à volonté les infrastructures stratégiques de l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite n'a rien d'autre.
Alors que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire au Yémen que les Américains n'aient pas déjà pu faire? Veulent-ils envahir le Yémen? Non, ils ne peuvent pas le faire. Et la situation économique mondiale, leur propre situation économique, n'est pas si bonne que ça. Et bien sûr, leurs populations savent que c'est le Yémen qui a pris position pour le peuple de Gaza, pas eux. C'est le Yémen qui a été attaqué par les États-Unis en raison de son soutien à Gaza, pas eux. Et donc, les gens dans leur pays ne vont pas, oublier ce qui se dit en ligne. Les gens dans ces pays, parce que ce qui existe en ligne est très différent de la réalité sur le terrain. Nous le savons en Iran. Si vous regardez par exemple Twitter, Instagram, Facebook ou n'importe laquelle de ces autres applications de réseaux sociaux et que vous essayez de comprendre l'Iran à travers elles, disons, vous seriez choqué. Vous auriez probablement une crise cardiaque en voyant les funérailles ou en voyant comment l'Iran a tenu tête à l'Empire. Vous savez quelque chose d'inédit dans l'histoire contemporaine. Pourquoi? Parce que les bots, les fantassins en ligne payés par les gouvernements, les trolls, vous savez, ils créent une image très différente de la réalité. Alors les gens ordinaires reconnaissent que le Yémen s'est sacrifié pour Gaza. Et ils savent aussi que les Saoudiens, avec l'aide de tous ces pays de la région, sauf l'Iran, ont mené pendant des années une guerre génocidaire contre le Yémen. Et ils ont échoué. Cela a affaibli l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ne s'en est jamais remise. Et le Yémen est plus fort aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, qu'est-ce que ces gouvernements vont faire? Si l'on remonte aux années 60, l'Égypte a envahi le Yémen, et cela a gravement affaibli le pays. Et l'une des raisons pour lesquelles elle a échoué lors de la guerre de 1967 et face au régime israélien, c'est qu'elle avait été affaiblie au Yémen. Elle avait envahi ce pays. C'était un peu comme le Vietnam pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Pakistan, bien sûr, comme je l'ai dit, entretient cette vieille relation avec le Yémen. Quant à la Turquie, je ne la vois pas faire quoi que ce soit. Je ne la vois pas agir contre le régime israélien. Et là encore, certaines personnes très proches du gouvernement turc ou des forces armées n'apprécient pas ce constat. Il y a une différence entre le comportement de l'État et l'opinion populaire. Si vous demandiez aux gens, partout en Turquie, s'ils sont favorables au transport de pétrole vers Israël, je suis presque certain que plus de 90% répondraient non. Mais le gouvernement continue de le faire. Cela ne reflète donc pas l'opinion populaire. L'Iran, il y a 50 ans, avant la Révolution, avait un shah qui était, vous savez, dans le camp américain. Si le shah était au pouvoir, bien sûr, l'Iran ne serait pas. Tous ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir seraient en prison ou exécutés. Et le shah mènerait les mêmes politiques que tous les autres dans la région. Mais le shah n'est pas au pouvoir. Il y a eu une révolution. Et la République islamique d'Iran est un État qui, par principe, soutient le peuple palestinien et est disposé à le soutenir activement, plutôt que seulement par. Donc, je ne pense pas que qui que ce soit devrait s'en offusquer. C'est simplement une réalité. Si cette réalité rend quelqu'un malheureux, alors cette personne devrait chercher à modifier cette réalité. Mais, quoi qu'il en soit, aucun de ces pays n'a condamné l'attaque américaine contre l'Iran. La guerre contre l'Iran, ils ne l'ont jamais condamnée. Et ils ne se sont jamais rangés du côté du peuple yéménite, alors qu'une guerre génocidaire a été menée pendant des années. Comme à Gaza, ils les ont affamés et ils ont massacré des centaines de milliers de personnes. Ils ont bombardé des écoles, des mariages, des funérailles. Ils ont fait la même chose que les Israéliens à Gaza. Mais quand il s'agissait du Yémen, c'était acceptable. Parce que l'Arabie saoudite et les Émirats, qui avaient beaucoup d'argent, étaient derrière cette guerre. Donc vous savez, la guerre au Yémen a échoué. Et la seule voie possible pour l'Arabie saoudite
c'est de cesser d'être la base aérienne des États-Unis et d'apprendre à vivre avec le peuple du Yémen, à vivre avec le peuple iranien, à vivre avec le peuple irakien et avec les autres peuples de la région. Et qu'ont-ils fait pour la Syrie? Qu'ont fait ces régimes? And what have they done for Syria? What have these regimes done? Even Qatar, all these countries worked so many years and helped destroy Syria. Tous ces pays ont œuvré pendant tant d'années et contribué à détruire la Syrie dans le cadre de ce projet américain, Timber Sycamore. Vous savez, en collaboration avec l'Empire, les Israéliens, les Américains, les Européens, le gouvernement turc, la Jordanie. Mais après sa chute, la situation en Syrie aujourd'hui est pire qu'à l'époque. Pourquoi ne les aide-t-il pas? Pourquoi n'assiste-t-il pas le peuple syrien qui vit dans la misère en ce moment? Ils ont de l'argent. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils en avaient. Donc non, je ne pense pas que ce groupe aura beaucoup d'impact. Si c'était un groupe sérieux, destiné à aider le peuple palestinien, je l'accueillerais favorablement. I would welcome it, and I would hope that the Iranians would give it its full support. J'espère que les Iraniens lui apporteront leur soutien total. Je vous l'ai déjà dit. Si la Syrie, oublions ces trois pays, si la Syrie décidait qu'elle voulait reprendre son territoire au régime israélien, le premier pays à la soutenir serait l'Iran. Et quand je parle des Syriens, certains Syriens se fâchent contre moi. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà dit, avant ou après une émission. Peut-être même que je l'ai dit dans votre émission. Certains Syriens m'ont dit, « Vous voulez dire que vous aideriez Al-Qaïda ?» Vous savez, ce qui compte, c'est la priorité. Si l'Iran a soutenu le gouvernement avant le gouvernement d'Al-Qaïda, c'est parce que les États-Unis voulaient l'affaiblir. L'Iran agissait contre l'Empire. Donc ceux qui disent que c'était une guerre confessionnelle, non. Ils utilisent le confessionnalisme pour tromper les idiots et leur faire croire ça. Pourquoi? En Afghanistan, l'Iran a fait exactement l'inverse. Et les persanophones, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Chiites, beaucoup d'entre eux étaient en colère contre l'Iran, parce que l'Iran aidait les talibans à se débarrasser de l'occupation américaine. Donc en Afghanistan, c'était exactement l'inverse. C'était les minorités qui, ensemble, formaient la majorité. Donc, en principe, ce n'est pas une très bonne idée d'avoir les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras qui se retournent contre vous. Enfin, pas tous, mais beaucoup d'entre eux se mettent en colère contre vous. Mais en Afghanistan, comme en Syrie, l'objectif était le même. Donc, si le gouvernement syrien décide aujourd'hui de se retourner contre l'Empire, alors je ne doute pas que l'Iran et le Hezbollah le soutiendraient dès demain. Que cela rende malheureux ou non les gens qui étaient opposés à ce gouvernement ou qui y sont opposés aujourd'hui. Parce que pour l'Iran, l'Empire est à la racine des problèmes. C'est la racine des problèmes dans cette région. Et si l'Empire disparaît, beaucoup de ces problèmes cesseront progressivement d'exister ou deviendront minimes. Mais quand il y a un empire, il manipule constamment. Il monte les gens les uns contre les autres, les pays les uns contre les autres, les groupes les uns contre les autres. Et bien sûr, la région restera ce qu'elle est depuis très longtemps. En fait, le Hezbollah a publié une déclaration indiquant qu'il était prêt à discuter si le gouvernement syrien cherchait à engager le dialogue avec lui. Il est disposé à parler avec le gouvernement en Syrie afin de résoudre les problèmes, qu'ils soient internes ou régionaux. Je pense que c'était aussi l'un des principaux signes, comme vous l'avez mentionné, des priorités du Hezbollah dans la région. Eh bien, il est clair que la résistance envoie du soutien au Hezbollah via le marché noir en Syrie. Et le gouvernement syrien, en coordination avec les Américains et les Israéliens, essaye de bloquer ces livraisons de matériel. On les a donc vus, très fiers, montrer récemment à la télévision syrienne un camion, je crois que c'était un camion, et ils ont montré qu'ils transportaient des missiles, du matériel pour des drones et des choses comme ça, venant d'Irak. Donc, les Syriens collaborent avec les Américains et les Israéliens.
Mais en réalité, ils s'affaiblissent eux-mêmes. Parce que si le Hezbollah réussit davantage contre le régime israélien, cela renforce la position d'Al-Qaïda, cela renforce la position du gouvernement syrien. Mais ce sont les Américains qui les ont portés au pouvoir. Al-Qaïda est de notre côté en Syrie, comme Jake Sullivan l'a dit dans son email à Hillary Clinton. Donc évidemment, on ne va pas voir ce genre de changement facilement. L'autre point, c'est qu'hier, nous avons appris que la résistance irakienne a déclaré qu'elle n'allait pas attaquer. Elle a reporté l'attaque contre l'Arabie saoudite en raison des pressions exercées sur elle en Irak. Et nous avons vu des images d'hélicoptères irakiens se rendant dans cette région pour surveiller tout ce qui s'y passe et éviter l'attaque. Jusqu'à présent, ils ont donc reporté l'attaque. D'un autre côté, le Yémen combat l'Arabie saoudite sur son territoire. Nous savons que les supplétifs saoudiens sont là. Ils combattent les Yéménites au sol. Voyez-vous une possibilité que le Yémen entre sur le territoire saoudien ou n'en a-t-il pas forcément besoin? S'il décide d'attaquer l'Arabie saoudite, est-ce que ce sera uniquement avec des drones et des missiles? Eh bien, tout d'abord, concernant l'Irak, ces hélicoptères ne peuvent rien faire. C'est symbolique. Il a été convenu d'attendre pour l'instant. Les Américains ont versé au gouvernement irakien 500 millions de dollars de son propre argent, soit dit en passant. Je veux dire, le pétrole irakien est exporté et tout l'argent va aux États-Unis. Grâce à la stupidité de Saddam Hussein, à son invasion du Koweït et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont pas été levées, toute cette richesse pétrolière va aux États-Unis. Et ensuite, les États-Unis décident s'ils veulent rendre ou non son argent au gouvernement irakien. Ils tiennent donc le peuple irakien à la gorge. C'est un peu comme le Venezuela. Donc, tout d'abord, les Américains ont rendu à l'Irak 500 millions de dollars de son propre argent pour qu'il les utilise. Et donc, je suis sûr que ça a été une des motivations. Mais je pense aussi qu'il y a en ce moment une accalmie dans les combats à travers la région. On le voit, par exemple, dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, c'est calme. Je pense que ces choses ne sont pas sans lien, du moins pour le moment. Et concernant le Yémen a imposé un blocus aux navires saoudiens. Pourquoi? Parce que les Saoudiens ont déclenché une guerre en bombardant le Yémen, mais aussi parce que l'Arabie saoudite a imposé un blocus au Yémen. Si des pétroliers saoudiens sont bloqués, c'est à cause du blocus imposé au Yémen. Tout cela concerne le blocus contre les femmes et les enfants yéménites. Les Saoudiens essaient de les étrangler depuis des années. Et maintenant que le Yémen dit « ça suffit », l'Occident et les régimes de la région Lycilix sont tous sous le choc. Et que fait le Yémen? Eh bien, ils ont bombardé l'aéroport international. Ils ont affamé la population. Ils ont bombardé le port. Alors, ils ne devraient pas être si surpris que ça. Mais le Yémen n'a aucune raison d'entrer en Arabie saoudite. Les infrastructures critiques saoudiennes, ces exportations de pétrole, le Yémen peut très facilement les interrompre. Et les Saoudiens souffrent énormément, surtout avec ce qui se passe dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Donc le Yémen n'a pas besoin d'entrer en Arabie saoudite. Ils peuvent simplement accentuer la pression. Et l'Arabie saoudite n'a pas ce genre d'argent. Ils ont dépensé des centaines de milliards dans la guerre contre le Yémen. Ils ont gaspillé des centaines de milliards dans ces énormes méga-projets avec Neom et ce genre de choses. Et c'est une dictature familiale. Les gens récupèrent leur argent, ceux d'en haut, comme dans ces autres pays. Donc l'Arabie saoudite n'est pas dans une situation idéale, pas plus qu'aucun des pays du Golfe Persique. Et vous savez, c'est d'ailleurs quelque chose qui, à mon avis, devrait inquiéter les Américains. Regardez la situation au Japon. L'économie japonaise est en difficulté, et les Japonais,
pourraient être contraints de commencer à vendre leurs obligations aux États-Unis pour soutenir leur monnaie. Et puis, les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens, qui perdent beaucoup d'argent et qui en ont déjà beaucoup perdu au cours des 5 derniers mois, 5 mois et demi, vont avoir besoin de récupérer une grande partie de leur argent pour maintenir leurs économies à flot, parce qu'ils consomment beaucoup. They're going to need a lot of their money back to sustain their economies because they are they consume a lot. They consume more than probably any other country in the world. Ils consomment plus que probablement n'importe quel autre pays au monde. Ils exportent du pétrole, du gaz et des produits raffinés, mais ils consomment une quantité énorme de marchandises. Donc, Trump espérait obtenir des milliers de milliards de dollars du Golfe Persique pour l'économie américaine. Mais ce qu'il a fait, c'est essentiellement empêcher cela de se produire. Et maintenant, nous allons commencer à voir l'inverse. Il y a des signes clairs que de l'argent est retiré de l'Occident pour payer les coûts dans ces pays. Et si cela continue beaucoup plus longtemps, beaucoup d'argent devra repartir. Donc rien de tout cela n'est bon pour l'économie américaine. Mais pour revenir à la question, les Saoudiens sont sous très forte pression. Et je pense donc que le Yémen est en position de force. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire respecter le siège. Le détroit d'Ormuz est fermé pour le moment. Pour l'Arabie saoudite, la décision intelligente serait simplement de négocier avec le Yémen et de mettre fin à la guerre. C'est assez incroyable qu'ils refusent de le faire. À mon avis, il y a une sorte de confusion. Supposons que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord avant que l'Arabie saoudite ne lève le siège du Yémen. Cela voudrait dire que nous assisterions à l'ouverture du détroit d'Ormuz, pendant que le Yémen essaye de faire pression sur l'Arabie saoudite, en mer Rouge. Si l'Iran fait cela, cela signifie qu'il va réduire la pression sur l'Arabie saoudite. Et cela veut dire que le blocus yéménite n'aurait pas tant d'importance pour l'Arabie saoudite. Y a-t-il une forme de coordination, de coopération entre l'Iran et le Yémen, selon laquelle, avant la levée du siège au Yémen, l'Iran ne laisserait pas ce détroit être ouvert? There's always been coordination between Iran. Il y a toujours eu une coordination entre l'Iran, le Yémen, les Palestiniens, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah et la résistance en Irak. Ça a toujours été le cas. Donc, ça continue de l'être. Et s'il y a des avancées à un moment donné, cela fera partie des négociations. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ça paraît lointain. Peut-être que ça ne l'est pas. Nous ne savons pas. Je veux dire, Trump est quelqu'un dont je n'essaierai jamais de prédire les décisions. Et chaque fois que quelqu'un me demande « Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant qu'il a dit telle ou telle chose ?», je réponds toujours « Je n'en ai aucune idée ». Et là, pendant que vous et moi parlons, il peut publier un message complètement fou sur Truth Social et toute la discussion change. C'est tout à fait possible, parce que c'est ce qui se produit depuis ces derniers mois. Et pour l'instant, je ne vois aucun signe majeur indiquant que les États-Unis vont s'orienter rapidement vers une résolution du problème. S'ils le faisaient, cela pourrait être réglé assez vite. Je veux dire, si les Saoudiens et les Yéménites parvenaient à une sorte d'accord, cela bénéficierait aux deux parties. Si les Saoudiens présentaient leurs excuses au peuple yéménite et réparaient les crimes qu'ils ont commis contre les Yéménites, parce qu'ils ont tué 5 Iraniens qui étaient là pour aider à organiser la cérémonie d'Arbaïn, la commémoration du 40e jour après l'anniversaire du martyre de l'imam Hussein. Mais quoi qu'il en soit, si les États-Unis œuvraient à résoudre cette question, s'il allait sérieusement dans cette direction, s'il entreprenait de réactiver le protocole d'accord et de le mettre réellement en œuvre, la situation dans le Golfe Persique pourrait redevenir presque normale en 3 ou 4 semaines.
3-4 weeks. I mean, because if he was really serious, then shipping companies and insurance Je veux dire, companies, s'il était vraiment sérieux, les compagnies maritimes et les compagnies d'assurance se lanceraient. going there. Mais il est très difficile d'imaginer Trump aller jusque-là, à moins qu'il ne soit vraiment désespéré. Et la situation est grave. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le détroit d'Ormuz est presque fermé, et la mer Rouge, c'est exactement ce que nous observons. Le pétrole ne passe plus. Donc, la production pétrolière saoudienne a été réduite, et ce pétrole fait tout le tour du continent africain. Certains disent que cela ajoute 7 ou 8 dollars par baril, simplement pour contourner le continent. C'est donc une situation très dangereuse pour l'économie mondiale. Et Trump a des élections de mi-mandat dans moins de 3 mois. Même s'il ne semble pas s'en soucier, apparemment, tous ceux qui l'entourent s'en préoccupent. Everyone around him apparently does. I don't know if you saw the report on Fars News. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Fars News sur les lignes qui seraient en discussion entre l'Iran et Oman. Il y est dit que l'Iran ne laisse pas les navires américains ou israéliens passer par le détroit d'Ormuz, que les navires de guerre ne sont pas autorisés à passer, ainsi que d'autres points importants. Mais concernant le détroit d'Ormuz, il semble que la voie d'entrée soit entièrement contrôlée par les Iraniens, tandis que la voie de sortie le serait en partie par les Iraniens, conjointement avec les Omanais. Compte tenu de cela, dites-moi simplement si ma façon de l'exprimer, enfin, si ce que j'en ai compris est correct, ou s'il s'agit d'autre chose. Et ma question suivante serait la suivante. Quelle serait la stratégie de long terme de l'Iran en contrôlant ce détroit d'Ormuz? Car beaucoup de gens sont très confus au sujet de la taxation des navires et des bateaux. Je me demande si c'est pas le best impact principal iranien. Quel est-il? C'est important pour l'Iran. Enfin, ils veulent percevoir des droits, je n'en doute pas. Et ils voient cela comme une compensation pour les crimes commis contre l'Iran par ces pays de la région du Golfe Persique. Je suis sûr que les Iraniens accorderont un traitement préférentiel aux pays qui n'ont pas participé à l'offensive contre le peuple iranien. Mais la question de la sécurité est la plus importante. Une guerre a été menée contre le pays par l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, le régime israélien et les États-Unis. Et les Iraniens n'accepteront pas que la région du Golfe Persique soit de nouveau utilisée par les États-Unis comme point d'appui contre le pays. Il faudra toutefois attendre de voir à quoi ressemblera le texte final concernant les navires qui ne seront pas autorisés à passer et le type de frais qui seront perçus. Mais d'après ce que je comprends, ils commenceront d'abord avec 2 couloirs, qui fusionneront ensuite en un seul. Mais c'est exactement ce que vous disiez. Les Iraniens auront un droit de regard sur le couloir qui longe Oman avant la fusion. Mais nous n'avons toujours pas d'accord. On m'a dit qu'une déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale allait tomber d'une minute à l'autre, il y a 1 heure ou 2. Je n'ai pas vérifié depuis environ une demi-heure avant l'émission, et je ne sais pas si une déclaration est sortie entre-temps. Je ne sais même pas de quoi elle va parler. Mais on m'a dit qu'elle serait publiée très prochainement. Peut-être que cela aura un rapport avec tout ça. Nous avons cette déclaration. Laissez-moi vous la lire. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, tant que l'Amérique ne corrigera pas son comportement, le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert. Corriger son comportement signifie premièrement ne jamais menacer l'Iran, quels que soient les termes employés, ni insulter ce pays. Oui, ne jamais insulter la nation iranienne, et mettre fin, de façon permanente, à la guerre et à l'agression contre l'Iran et ses alliés au Liban, en Palestine, au Yémen et en Irak. Lever le blocus naval et retirer les forces navales et aériennes américaines de la zone entourant l'Iran. Payer les dommages causés par les 2 guerres d'agression imposées à l'Iran. Lever les sanctions cruelles et illégales contre la nation iranienne.
libérer sans condition les avoirs gelés et volés au peuple iranien. Voilà les exigences du peuple iranien, présent sans relâche sur les places et dans les rues depuis 160 jours. Le Conseil suprême de sécurité nationale ne reculera jamais, ni dans la guerre, ni dans les négociations. Ce sont là 5 ou 6 lignes de ce qu'ils viennent d'annoncer il y a quelques instants. This is 5, 6 lines of what they have announced just moments ago. That's C'était déclaré thyroid. tough statement. I think Je pense qu'ils ont tout couvert. everything. Ils ont dit quelque chose sur la couleur de la cravate de Trump ou quelque chose comme ça. Thing like that. Ah, Yeah, I think it's important. Oui, je pense que la manière dont ils ont formulé les choses est importante. Parce que Donald Trump, encore et encore, vous le voyez employer le même genre de langage qu'avant le mémorandum d'entente, pendant le mémorandum d'entente et après le mémorandum d'entente. Mais l'autre point important, c'est l'agression contre l'Iran, ainsi que contre ses alliés, le Liban et la Palestine. Its allies, Lebanon, Palestine. It well, I mentions told you. I've been saying for the last Eh bien, 2 weeks that je Iran vous l'ai is dit, going je to le come répète after depuis quelques semaines. the US L'Iran va faire en sorte que, MOU. après que les États-Unis ont fait échouer le protocole d'accord et relancé la guerre, les Iraniens en sont sortis encore plus forts. Donc, pendant les négociations sur le protocole d'accord, l'Iran a dit que Gaza en faisait partie. Et le docteur Garibov a dit aux différentes délégations palestiniennes que Gaza serait, et la Palestine j'imagine, que la Palestine ferait partie des négociations. Il l'a dit. Puis, après l'effondrement du protocole d'accord, et compte tenu du fait que les Iraniens sont sortis encore plus forts de cette phase de la guerre, il était clair qu'ils seraient plus déterminés qu'avant, malgré ce faux cessez-le-feu conclu en Égypte. Et vous savez, l'Iran va insister pour que le traitement réservé au peuple irakien, au peuple libanais, au peuple palestinien et au peuple yéménite change. C'est donc une déclaration très forte. Et vous savez, plus les Américains poussent au conflit, plus les Iraniens vont se durcir. Push for conflict, the tougher the Iranians are going to become. Yeah, I think it mentions it since all its allies, Lebanon, Palestine. Oui, Yemen, je pense que cela le mentionne, puisque tous ses alliés, le Liban, la Palestine, le Yémen, l'Irak, doivent le faire en permanence. Et l'autre point de cette annonce, de cette note du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, c'est la levée du blocus naval et le retrait des forces navales et aériennes américaines de la zone entourant l'Iran. Cela signifie que l'Iran est en pratique en train de le faire. Professeur Andy, regardez l'Irak aujourd'hui, Bahreïn, le Koweït. Pour l'armée iranienne, ou les forces armées iraniennes, l'objectif principal, la stratégie principale, a été jusqu'ici la suivante. Oui, les Américains n'ont pas l'intention de se retirer de la région, mais les Iraniens les ont effectivement contraints à se retirer de positions clés dans la région. Mais, Footholds in the region. But the Iranians are taking very strong position on Les Iraniens adoptent une position très ferme sur Gaza, la Palestine, le Liban, le Yémen et l'Irak. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais il faudra voir comment les choses évoluent dans les jours et les semaines à venir. Mais cela montre leur confiance et leur volonté de rester ferme. Et les Américains ne sont pas en position de force. Cette guerre dure depuis 5 mois et demi, à l'exception de cette courte période où le protocole d'accord fonctionnait partiellement. Très peu d'énergie a quitté la région du Golfe Persique. Et ce n'est pas seulement l'énergie d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, mais c'est un rappel. L'hélium, les engrais, toutes sortes de produits. Fertilizers, all sorts of products. And of course, the wealth that was being Et bien sûr, la richesse que ces régimes accumulaient, et dont une grande partie était envoyée aux États-Unis, sur les marchés boursiers et obligataires, tout cela a disparu. Et bien sûr, maintenant, la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb sont bloqués pour les Saoudiens. Et puis bien sûr, il y a les pénuries de missiles. Et souvenez-vous de notre bon ami Larry Johnson. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Larry, mais il parlait de ces pénuries
bien avant que tous ces médias ou quiconque lié au gouvernement américain ou toute personnalité publique ne commence à en parler. Il évoquait déjà ces problèmes. Il parlait en avril, si je ne me trompe pas. Oui, je crois qu'il a même écrit quelque chose sur son site internet, Sonar 21. Oui, donc, vous savez, ça montre que Larry sait de quoi il parle. Oui. Encore une fois, je voudrais souligner que les 4e, 5e et 6e points de cette déclaration parlent des dommages causés par ces deux guerres. Il faut qu'ils paient pour cela. Vous savez, la levée des sanctions contre le peuple iranien et le dégel des avoirs gelés. Là encore, nous savons qu'une partie de ces avoirs gelés se trouve aux Émirats arabes unis, au Qatar et dans tous ces pays. Vont-ils les récupérer ou l'Iran pourra-t-il les utiliser? Ce sont des questions importantes en ce moment, et je ne vois pas cela. Pensez-vous que cela signifie que l'Iran ne coopérerait pas avec les États-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz avant d'avoir atteint les objectifs mentionnés dans ce texte? Achieving these goals that were mentioned in this? Open up meaning normalizing trade? No, they won't do that. Ouvrir, ça veut dire normaliser le commerce. Non, ils ne le feront pas. Je veux dire, l'Iran pourrait laisser passer davantage de navires, des navires amis venant de pays amis de l'Iran, mais en nombre limité. Mais l'Arabie saoudite, les Émirats, ces pays ont du sang iranien sur les mains. Vous savez, les Iraniens sont très en colère. Et ils estiment que le gouvernement, les forces armées et l'État doivent être très fermes. Donc, vous savez, la guerre a été imposée au pays. Et ils ont perdu. Mais ils ont commencé la guerre en assassinant, vous savez, 168 petits-enfants. Délibérément. Délibérément. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'était intentionnel. Et à ceux qui disent « Oh, comment les Américains pourraient-ils faire ça ?» ils ne connaissent manifestement pas grand-chose aux Américains. Mais regardez Gaza. Regardez le Liban. Les Américains soutenaient le régime israélien et continuent de le soutenir à l'heure où nous parlons. Et puis, il y a la merde, où ils ont assassiné toutes ces très jeunes femmes, ces adolescentes qui jouaient au volleyball. Ils les ont toutes massacrées dès le premier jour avec leur missile expérimental, l'un de ces coûteux missiles de nouvelle génération. Ils les ont ciblées, si je ne me trompe pas. Ces jeunes filles jouaient dans un stade. Elles jouaient, je crois, je ne sais pas, au volleyball ou au basket. Et ils les ont tout simplement massacrées. Et est-ce que ça émeut seulement l'Occident? Est-ce que quelqu'un s'indigne au New York Times ou au Guardian, ces soi-disant médias progressistes? Bien sûr que non. Des parlementaires européens signent-ils des déclarations de condamnation? Bien sûr que non. Le peuple iranien attend donc du gouvernement qu'il adopte une position ferme. Il faudra voir comment cela va se dérouler. Mais cette déclaration était formulée dans des termes très, très, très fermes. Le Premier ministre irakien a déclaré que le 30 septembre serait la date limite définitive pour le retrait des forces de la coalition internationale d'Irak. Il a dit que nous tenons à établir des relations équilibrées avec les pays voisins et que nous ne tolérerons pas que notre territoire soit utilisé pour les menacer. Cela veut dire, je pense, qu'il parle essentiellement de l'Iran et des attaques contre l'Iran. Et je ne sais pas quelle est votre perception de cela, parce que ces forces de la coalition, c'est-à-dire les États-Unis avec les Européens, étaient là avant le début de cette guerre, mais elles réduisent leurs effectifs. On voit comment l'Iran a attaqué le Kurdistan irakien. On voit aussi qu'il retire certains de ses systèmes de défense aérienne de cette région. Et voilà que le Premier ministre irakien en parle. Oui, mais vous savez, au bout du compte, le plus gros problème auquel l'Irak est confronté, c'est que les États-Unis nous contrôlent aussi. Et c'est exactement ce que nous voyons maintenant au Venezuela également.
Et quand le gouvernement irakien a voulu conclure un accord majeur avec la Chine, selon lequel il vendrait du pétrole aux Chinois et mènerait des projets en Irak, afin de ne pas avoir à passer par ce processus. Mon Dieu, j'ai oublié le nom du Premier ministre irakien. Les Américains l'ont écarté. Le Premier ministre irakien lorsque le général Soleimani a été martyrisé. Le général Soleimani a été martyrisé alors qu'il allait voir. Il devait rencontrer le Premier ministre irakien le matin. Si vous trouvez son nom, ou si certains de vos téléspectateurs le trouvent, il avait conclu un accord majeur avec les Chinois. L'Irak vendrait du pétrole à la Chine et la Chine réaliserait des projets. Et cela, bien sûr, a outré les États-Unis parce qu'ils voulaient contrôler l'Irak, vous savez, les tenir à la gorge, tout comme le Venezuela. Et donc les Américains l'ont effectivement, oui, le docteur Adil Mahdi. Il voulait, en gros, libérer l'Irak. Son nom entrera dans l'histoire. Mais il voulait libérer l'Irak de cette emprise extrêmement répugnante que les Américains exercent sur le peuple irakien. Mais les Américains l'ont effectivement fait écarter du pouvoir. Donc oui, le retrait des forces occidentales d'Irak est un premier pas très important. Mais au final, la seule façon d'obtenir la libération de l'Irak, c'est que le peuple irakien ait le contrôle de son propre argent. Et d'ailleurs, vous savez, ces régimes arabes, ces dictatures familiales du Golfe Persique, ont commis une erreur majeure, une erreur stupide. Ils ont placé tout leur argent aux États-Unis et en Occident, mais surtout aux États-Unis. Ils ne reverront jamais une grande partie de cet argent. C'est simplement que les Américains ne les laisseront jamais le récupérer. Mais c'est là toute la différence. Professeur Marandi, savez-vous si, dans le détroit d'Ormuz, lorsque l'Iran, avec Oman, fera payer tous ces navires qui le traversent, ils utiliseront le système du dollar, ou un système alternatif pour ce commerce, qui est à mon avis si important? Je ne sais pas. Enfin, je pense que les Iraniens cherchent activement, de manière générale, des alternatives au dollar américain. Donc je suppose, enfin c'est ce que les Iraniens s'efforcent de faire depuis de nombreuses années. Ils passent aux monnaies locales, ils travaillent avec des monnaies locales, ils utilisent aussi le yuan chinois et, avec leurs voisins, ils essayent d'éliminer l'usage du dollar dans leurs échanges commerciaux. Donc je suppose que leur priorité serait de s'abstenir d'utiliser le dollar. Mais je n'ai absolument pas les détails. On m'a toutefois dit qu'ils ne se concentreraient pas. Quelqu'un de bien informé m'a dit, il y a quelques semaines au début des négociations, que les Iraniens chercheraient à utiliser le dollar le moins possible. Permettez-moi de vous poser une question délicate, qui pourrait être quelque peu difficile. Comme l'a dit le ministre pakistanais de la Défense, Asif, les portes sont ouvertes aux pays qui souhaitent rejoindre le pacte militaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Voyez-vous un moment où l'Iran envisagerait de les rejoindre? Je pense que si, enfin, je suis certain que si l'Iran voyait un accord conçu pour protéger les peuples de la région contre le régime israélien, s'il était sincère et réel ou contre l'Empire américain, l'Iran serait très intéressé pour coopérer et peut-être y adhérer. Mais je ne vois pas ça comme, enfin les Israéliens peuvent s'en plaindre, mais je ne vois pas du tout cela comme étant dirigé contre Israël à cause des événements passés. Enfin, cela ne reflète pas les opinions du peuple pakistanais. Je sais qu'au Pakistan, certaines personnes se fâchent beaucoup quand je dis ça, mais ce n'est pas grave. Ces gouvernements n'ont rien fait contre Israël et ils n'ont pas condamné les États-Unis pour leur attaque contre l'Iran. Et pour le moment, je ne considère pas que ce soit un groupe efficace de toute façon.
Mais encore une fois, cela ne dit rien sur eux, vous voyez. C'est comme dire, enfin en ce moment j'ai toujours insisté là-dessus. Lors de mon récent affrontement avec Alan Dershowitz, j'ai dit que, je crois, 44% des jeunes juifs américains pensent que les Palestiniens et les juifs devraient avoir les mêmes droits. C'est la position iranienne. C'est la position de l'ayatollah Khamenei. C'est la position de l'Iran depuis 47, 48 ans. Et cela ne veut pas dire que les 56% restants sont racistes. And then that doesn't mean 6% are racist. Those 56%, some of them want a two-state solution. Ces 56%, certains voulaient une solution à deux États. Certains d'entre eux, vous savez, je n'ai pas vu l'intégralité. Je connais seulement les 44%, parce que j'ai entendu Max Blumenthal, l'excellent journaliste juif, un jeune homme très intègre et courageux le dire. Mais le fait est que les jeunes juifs aux États-Unis ne soutiennent pas les politiques génocidaires de Netanyahou. Donc chaque fois que je parle des États-Unis, je ne parle pas du peuple américain. Si je parle de l'Arabie saoudite, je ne parle pas des Saoudiens ordinaires. Si je parle de la Turquie, je ne parle pas des ex-ordinaires. En Turquie, presque 100% des gens méprisent le régime israélien. Donc, quand le gouvernement s'engage avec Israël, évidemment, dans leur immense majorité, les gens n'en sont pas satisfaits. Cela ne se reflète donc pas sur les individus. Mais au bout du compte, quand un groupe surgit soudainement, après que l'Arabie saoudite a bombardé un pays qu'elle assiège et affame depuis des années, après qu'elle a bombardé un autre voisin et tué ses soldats, et après qu'elle a aidé les États-Unis à bombarder l'Iran et à tuer des milliers d'Iraniens. Voir les États-Unis et les Israéliens arriver soudainement, vous savez, et conclure un pacte avec eux, alors que les Palestiniens sont massacrés depuis des décennies, et que le génocide dure maintenant depuis presque 3 ans, ça n'inspire pas vraiment confiance. Oui. L'autre point évoqué par le ministre pakistanais de la Défense, et il est important, c'est qu'il dit que, s'agissant d'Israël, tous les pays musulmans devraient s'unir. Pour moi, il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Et compte tenu de la conduite actuelle d'Israël, ainsi que des éléments historiques sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été fait, à un moment donné en 1948 ou en 1947, il estime qu'un État illégitime a vu le jour. Il parle d'Israël, et je crois que c'était un produit de la déclaration Balfour. C'est, je pense, l'état d'esprit du ministre pakistanais de la Défense. Nous connaissons en quelque sorte sa position sur Israël. Mais cela signifie qu'il y a des gens, l'opinion publique au Pakistan, comme vous l'avez mentionné, qui sont très opposés à ce qui se passe entre Israël et le Pakistan. Bien sûr. Et vous savez, Nima, l'une des choses qui inquiétait beaucoup l'Arabie saoudite, ainsi que son lobby au Pakistan qu'elle finance, c'était de voir l'Iran si bien s'en sortir sur le champ de bataille face aux États-Unis. Parce que l'Arabie saoudite était aux côtés des États-Unis dans leur tentative de détruire l'Iran. Et le peuple pakistanais prenait le parti de l'Iran. Alors maintenant, on voit ces forces, ces gens très bien financés, en ligne, avec leurs bots et leurs trolls sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils essayent maintenant, vous savez, depuis quelques semaines, depuis que l'Arabie saoudite bombarde le Yémen et depuis que la guerre entre l'Iran et les Américains a repris, ils sont devenus très actifs contre l'Iran. Et on voit bien que cela dure depuis quelques semaines maintenant. Et cela ne reflète évidemment pas l'opinion du peuple pakistanais. Comme je l'ai dit, si vous regardez les réseaux sociaux en ligne au sujet de l'Iran, avec ses soi-disant Iraniens, vous pourriez être choqué, faire une crise cardiaque, rien qu'en voyant les funérailles ou la manière dont l'Iran s'est comporté. Le monde en ligne est différent du monde réel. C'est totalement différent. L'argent, la manipulation,
la façon dont les forces de l'Empire influencent les gens, les algorithmes, et ainsi de suite. Tout cela en fait un monde très différent. Mais quoi qu'il en soit, si un quelconque groupe, si une quelconque alliance devait défendre le peuple palestinien, eh bien, nous savons tous ce qui peut être fait. La Turquie, le gouvernement turc, devrait couper le pétrole dès aujourd'hui et rompre les relations politiques. Cela peut se faire facilement. Il suffit de fermer l'ambassade, de suspendre tout commerce, de couper le pétrole. De même, vous savez, les Saoudiens peuvent agir et coopérer avec le Yémen et dire « oui, le régime israélien ne peut plus utiliser le détroit de Bab el-Mandeb ». Je veux dire, vous savez, ou coopérer. Ils peuvent aider et envoyer des troupes au Liban pour contribuer à défendre le peuple libanais et en Syrie pour défendre le sud de la Syrie. Je veux dire, pourquoi l'Arabie saoudite? Pourquoi pas le Liban? Pourquoi pas Bab el-Mandeb? Pourquoi pas la mer Rouge? Donc, même s'il y a des gens remarquables dans tous ces pays, ce rassemblement que nous avons vu à ce moment précis, après tout ce qui s'est passé dans cette région, n'inspire pas confiance pour l'instant. Peut-être que les choses changeront. Oui, je suis sûr les choses vont changer. Oh, sans aucun doute. Mais je veux dire concernant cette collaboration en particulier. Oui. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un grand plaisir. Always.